production Girl Crush. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il fallait que tu renforces ton plancher pelvien? Si oui, j'ai les outils parfaits pour toi. C'est les poids vaginaux de Floravie que j'ai ici dans mes mains. C'est des super bons produits que tu vas pas retrouver ailleurs parce qu'ils sont plus petits que chez les compétiteurs. Ils sont aussi faciles d'insertion et faciles de retrait grâce à la gaine de retrait. Et c'est des produits de haute qualité, évidemment, comme tous les produits Floravie. C'est avec un silicone hypoallergénique. Et on retrouve 3 poids différents selon tes besoins. Renforcer son plancher pelvien, ça peut entre autres aider pour les fuites urinaires, les descentes d'organes ou autres conditions, mais dans tous les cas, on vous recommande d'aller en parler à votre médecin ou votre physiothérapeute périnéal. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies, au supermarché Santé Avril ou encore en ligne en utilisant notre code promo LBALADO15 pour 15% de rabais. Et si jamais vous voulez recevoir la gamme complète des produits Floravie, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte à chaque saison. Sur ce, bon épisode tout le monde! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Laïma! Allô! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, merci de m'inviter. Ça fait longtemps que je te vois sur les médias sociaux. Il était temps. Je suis tellement contente. Je te l'ai dit, je te le redis. Je suis fangirl de toi. Grande fan. Vous êtes trop fine. Je t'ai invitée avant même de savoir de quoi je voulais qu'on parle. Ah ouais, OK. Quand on fait juste, tu sais, t'es comme, cette femme est inspirante. Oui, jaser de whatever. Ouais. Moi, j'adore une femme, honnêtement. On jase de femme. N'importe quand. C'est le rêve. Notre Le rêve. job est le rêve. Ouais. Absolument. Oui, vraiment. Et là, on va avoir trop de sujets pour parler aujourd'hui. On te l'a dit, on va pas tout aborder, mais on s'est laissé un petit peu trop aller dans nos inspirations. Fait qu'on verra où que le temps nous mène. La vie nous mène. Avant de commencer, par contre, on a des petites questions brise-glace pour toi. OK. Fait que rapid fire. Question rapide, réponse rapide. OK, parfait. Prête? Oui. Tu y vas-tu, mon chou? Non, vas-y en premier. Ta chanson préférée? Ah, oh non, ça me stresse, ce genre de Désolée, on arrête l'épisode. N'importe... OK, on peut arrêter. OK. N'importe quelle chanson des Spice Girls. Ah, OK, mais nous, là, on dit que le balado est basé sur les Spice Girls avec Ben nos outfits orange puis mauve, là. Vous êtes un peu Spice. On est les Spice Girls. Vous êtes les Spice Girls. Exact. Ouais. C'est la plus belle chose qu'on peut me dire aujourd'hui. Le plus beau compliment. Un peu biaisé, mais tu peux répondre n'importe quoi à cette question-là. OK. Une question qu'on te pose souvent et qui te tape sur les nerfs. C'est quoi tes ambitions? Ça m'énerve. Dans quel cadre le monde va poser ça? Tout le temps. Ah oui. Et Parce tu que- réponds quoi? Ben, je réponds que je le sais pas. Souvent, tu sais, comme je travaille dans les médias, souvent les gens ils disent c'est quoi tes ambitions? Où est-ce que tu te vois? Tu sais, c'est quoi la prochaine étape? Puis après, à chaque fois, je suis comme ben je le sais pas en fait. En ce moment, c'est ça que je fais, puis je sais pas trop c'est quoi la suite. On dirait que ça me prend tout le temps au dépourvu. Ouais. Non, mais c'est un bon point. Mais je pense que je pose cette question-là quand même. Faudrait que ouais? Mais c'est sûr, moi aussi je la pose hein. Ouais. C'est le pire. tu Mais sais. moi, j'adore savoir les ambitions des gens. Mais c'est une bonne réponse aussi de dire, genre, comme la vie ne me mènera où elle me mènera. Ouais, C'est correct aussi. exact. Tu peux inviter n'importe quelle femme historique à souper. Qui choisis-tu et pourquoi? Marie-Antoinette. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi pas? Parce qu'elle est complètement fascinante et je pense qu'elle est vraiment incomprise. Fait que je pense que j'aimerais ça inviter Marie-Antoinette, puis là, j'y expliquerais tout comment les gens ont parlé d'elle depuis qu'elle a existé, puis je lui demanderais si elle est d'accord. De commenter. Ouais, je lui J'adore. demanderais de commenter. J'écouterais Marie-Antoinette de Sofia Coppola avec elle. Je lui demanderais si elle trouve ça cool ou non. Tu sais, qu'ils lui ont mis des Converse. C'est correct avec toi. On dirait que je voudrais comme savoir ce qu'elle pense de la façon dont on parle d'elle. C'est weird, non? Non, c'est incroyable comme réponse. Bonne réponse. À date, toutes tes réponses, je suis comme j'aurais dit de la merde à ta place. Ça a pas été ça. C'est bon dans les rapid fire. Dernière question, qu'est-ce que tu fais dans ton me time? Ah, ça, c'est une drôle de question parce que l'autre fois, j'ai réalisé que j'ai pas beaucoup de hobbies. OK. Il y a beaucoup de choses que Mais tu as eu un peu cette Pose- réalisation-là cette Je semaine. relate à ça full. Ben, c'est pas vrai, j'ai OK. plus de hobby, mais Mais j'ai pas beaucoup de fun. De genre, truc le fun. Tu sais, moi, c'est beaucoup. Ce que je fais dans mon me-time, c'est tu sais, heureusement ou malheureusement relié à mon travail. Tu sais, regarder une série, souvent, je vais me demander si je peux en parler. Même chose avec les podcasts, lire. Fait que
il y a beaucoup de choses qui sont reliées à mon travail, mais j'ai pas comme de hobby de crafty. Puis des fois, je me dis que ça manque. Tu sais, je devrais faire de la poterie, je devrais faire des affaires comme ça. Mais je l'ai jamais vraiment intégré. On va aller faire de la poterie, tout le monde. On s'en va faire de la poterie. On a parlé de ça tantôt. Ah oui? On a fait un épisode ensemble, puis on en a parlé pendant genre 20 minutes. Ben, c'est peut-être dans l'air du temps là, que les gens veulent faire de la poterie. Mais je pense que c'est probablement une réalité. Comme on est 3 personnes qui est passionnée par... Comme notre passion, c'est notre travail. Exactement. Et c'est genre la meilleure chose du monde d'être passionné par son travail puis de triper sur notre travail. Mais à un moment donné, t'as comme la réalisation que t'es comme, mais c'est du travail pareil. Oui, exact. Ça compte pas vraiment. Mais comme là, vide, en même temps... Mais je pense que ma chose préférée à faire dans mon me-time, c'est voir mes amis. Oui. Ouais, souper avec les amis. Bonne réponse. Je dirais que c'est la meilleure chose. Bonne réponse. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet que nous ne savons pas encore aujourd'hui, non, mais comme on ne sait pas, on a trop d'idées, est-ce que tu voudrais nous dire qui es-tu? C'est la plus grosse question qu'on te pose aujourd'hui, là, mais qui est Laima pour celles ou ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas? OK, mais là, je dirais pas c'est quoi mes ambitions là-dedans, par contre. Non, c'est ça, ça fait partie du portrait maintenant, on le sait. Oui, c'est ça. OK, ben, on dirait que j'ai le goût de parler de moi professionnellement, on dirait que c'est ce qui viendrait, mais je suis journaliste, chroniqueuse. L'autre fois, il y a quelqu'un qui a dit communicatrice. J'ai bien aimé. Je trouve que ça englobe beaucoup de choses. Fait que je m'exprime dans les médias, différents médias, sur les sujets qui m'intéressent. Quels sont ces sujets? Je pense que je pourrais résumer en disant c'est l'intimité, le féminisme, l'identité, la sexualité, l'inclusion, les arts aussi, les sciences humaines, la socio, les tendances de société, j'aime ça aussi, les tendances de société d'un point de vue sociologique. Tu sais, OK, les gens font ça. Mettons, les gens veulent faire de la poterie ces temps-ci. Pourquoi? Qu'est-ce que ça révèle sur nous? Qu'est-ce que ça dit? Tu sais, je pense que j'aime ça me questionner sur ce que j'observe, en fait, puis essayer de comprendre pourquoi. Ça me fait rire parce que tu as comme nommé inclusion, féministe, sexualité, etc. Puis comme, j'espère que tout le monde comprend du pourquoi on a trop préparé de sujets aujourd'hui. J'espère que le monde sont genre, ouais, ces 3-là devraient être amis. Genre, for sure. Qu'est-ce qui est venu en premier? Mettons, c'est quoi ton parcours comme qui t'a mené? Est-ce que c'est comme tu étais en journaliste puis ça t'a mené à tous ces sujets-là ou le contraire? Aucune de ces réponses. OK, parfait. Love it. Je suis surprise. En fait, moi, j'ai commencé mon parcours scolaire en études théâtrales, mais pas comme comédienne. Je voulais pas devenir une comédienne, mais j'ai fait un bac en études théâtrales, c'est-à-dire étudier le théâtre, là, d'un point de vue un peu théorique. Ça me passionnait. Là, les gens me disaient, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Les ambitions. Je le sais pas. C'est important. On est-tu obligé de le savoir? Non, on est vraiment obligé tout le temps de savoir ça va être quoi notre futur. C'est ce que t'aimes. Là. Ben, c'est ça. Des fois, c'est une bonne idée peut-être d'avoir 2-3 clous. Là. Comment acheter de la bouffe à la fin du mois? Par exemple. Donc, j'ai fait ça. Après ça, j'ai travaillé dans un théâtre pendant plusieurs années. Puis, je travaillais en communication, en fait. Donc, je rencontrais les artistes, puis on essayait de trouver les meilleures stratégies pour que les gens entendent parler de leurs œuvres. Puis, un moment donné, j'ai eu une espèce de bulle au cerveau, puis je me suis dit, mais en fait, c'est la sexologie qui m'a toujours intéressée. Ah, ça faisait un bout quand même que ça me trottait en tête, mais tu sais, des fois, tu as plein d'intérêts, puis tu choisis un chemin, puis là, ça te mène quelque part. Fait que je suis retournée à l'UQAM en sexologie. J'avais 26 à peu près. Puis j'ai bac en sexo? Le bac en sexo, oui, exact. Fait que là, j'ai commencé le bac en sexo. Finalement, j'ai juste fait 1 an. Parce qu'au bout de cette année-là, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être thérapeute. Puis c'était pas totalement ce que j'allais chercher finalement. Fait que là, j'ai arrêté. Mais dans la foulée, je me suis fait approcher par une émission de radio à Radio-Canada qui cherchait quelqu'un qui s'intéressait à la sexualité, mais qui n'était pas nécessairement une sexologue. T'sais, il voulait juste une nouvelle chroniqueuse ou un chroniqueur qui pouvait parler de sexualité. Puis je l'ai comme eu, en fait, alors que j'avais vraiment jamais trop fait ça dans la vie. Puis là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. Faire de la radio, travailler dans les médias. Fait que là, j'ai un peu tout lâché, puis j'ai pris une espèce de leap of faith. Là. J'étais comme, OK, ça m'intéresse vraiment de travailler dans les médias. Je pense que je vais l'essayer. Puis là, ça fait 8 ans plus tard que je fais ça. Et tu vois, c'est fou parce que si quelqu'un à l'université, lors de ton premier bac en études théâtrales, t'avais demandé c'est quoi tes ambitions, on s'en fout parce que ça a zéro rapport. Finalement, ça t'a donné sûrement de l'expérience. Puis tu disais que tu faisais, comme tu rencontrais plein de gens en théâtre. Bref, ça t'a aidé pour ta carrière d'aujourd'hui, mais... Ouais. Ça développe des compétences. Exact, exact. Puis c'est juste un amalgame de compétences et d'intérêts qui mènent à comme... Des fois, ta job, elle n'existe pas, là.
Exact. Moi, ma job, elle n'existe pas. Non! Elle n'est pas dans les choix là, à l'école là, que tu peux faire le test puis que ça te le dit. Mais je trouve qu'on devrait plus dire ça aux jeunes. 100%. Au cégep. Tous mes cousins, cousines, puis tout c'est ça, je leur dis qui sont bien stressés là, de leur choix de programme au cégep. Je suis comme, fais ce que t'aimes. Genre, puis là, tu suis, si t'as un intérêt à droite, à gauche, whatever, tu t'enlignes, puis à un moment donné, tu vas déboucher sur quelque chose qui fait que tu sais probablement même pas qu'il existe. Exact. Puis c'est correct de changer d'idée en cours de route. Ben oui. C'est beau. C'est beau. Oui. T'ouvres tellement plus tes horizons à d'autres choses, tu sais. Ben oui, vraiment. Puis après ça, je comprends aussi que on peut pas nécessairement tout le temps tous être à l'université pendant des années parce qu'il y a des considérations financières là, quand même. Là. Ça coûte quand même cher de faire un bac. Puis il faut quand même payer son loyer puis sa bouffe, là, surtout en ce moment. Là. Surtout en ce moment. Tu sais, je pense qu'en ce moment, pas trop savoir ce qu'on veut, c'est quand même, ça peut être stressant sur le plan financier, mais je pense qu'il y a comme un état d'esprit, je pense, à trouver sur le fait que c'est vraiment correct de bifurquer puis de pas savoir tout de suite. Puis moi, finalement, tout ce que j'ai fait avant, ça sert ce que je fais maintenant. Tu sais, c'est ça qui est cool, je trouve. Absolument. Puis t'as peut-être même pas besoin d'être à l'université pour faire ce que tu veux faire. Fait que comme, en tout cas, ça peut juste être en explorant. Exact. Mais c'est vraiment, on a vraiment un parcours similaire. Ah oui, c'est vrai. Aussi, genre, c'était comme opportunité médiatique à propos de la sexualité. J'avais jamais parlé de sexualité, genre, publiquement. Puis j'étais comme, I'm gonna take it. Puis ça m'a mené ici. Ouais. Avec une plateforme d'éducation à la sexualité. Oui, c'est ça que, genre, je suis les intérêts. Là, vite, ben, vraiment un beau parcours. Et là, sur quoi tu travailles exactement? Tu sais, je pense que, je sais que tu as un podcast. Oui. Tu perces ton temps à travers quel projet, projet, j'ai pas d'autres phrases. En ce moment, le Club Sexu. Le podcast, À quoi tu jouis, comme je dis souvent, mon bébé. Oui. C'est un bon nom, hein? J'adore. Ouais, ce nom-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé, je peux pas prendre le crédit, mais c'était un des premiers slogans du Club Sexu quand le Club Sexu a été créé. Il y avait des tote bags avec écrit « À quoi tu jouis ». Puis avec Justin Roy, qui est mon ami et co-animateur, quand on cherchait un nom pour le podcast, on brainstormait, on cherchait vraiment, puis le tote bag était accroché sur une poignée de porte chez lui, puis on a juste regardé le tote, puis on était comme, mais c'est ça notre nom, en fait, c'est À quoi tu jouis, pourquoi on essaierait de trouver autre chose? Fait que le podcast du Club Sexu, que j'adore, on parle de sexualité à travers toutes sortes de thèmes. Comme vous, on jase avec du monde intéressant qui ont des trucs à dire. J'écris aussi pour le Elle Québec et le Véro. Magazine. Je suis fan. Des magazines? Non, mais de tes travaux. Oh, wow! Non, mais quand j'ai vu que tu écrivais pour le L, puis je suis juste fan, je vais juste dire ça 20 fois dans l'épisode. C'est vraiment gentil. Mais c'est fou parce que, encore une fois, tu sais, moi, écrire dans le Elle Québec, c'était mon rêve d'adolescente. Ah, ben oui. Ouais, mais je pensais pas vraiment à cette époque-là. Je me voyais pas vraiment dans les médias. Je pense que j'avais envie. Il y avait comme une petite voix dans ma tête qui, tu sais, je me suis souvent surprise à penser, j'aimerais ça travailler en télé, j'aimerais ça être dans la télé, j'aimerais ça être dans la radio. Tu sais, on dirait que je savais pas trop par où commencer. Je savais pas trop si c'était possible. Je pense que je manquais de confiance aussi à fond, là. Mais le Elle, j'ai vraiment des souvenirs d'être abonnée quand j'étais ado, d'avoir le magazine puis de lire le nom des journalistes. So cute. Ouais. Wow. Puis de me dire comment elle a fait, cette femme, en fait, comment ça doit être cool de travailler dans un magazine. Je pense que dans ma tête, c'était un peu aussi le rêve de rom-com, là, de travailler dans un magazine. Finalement, je travaille pas dans le magazine, là. Je travaille à la pige avec le magazine, fait que c'est pas exactement le même rapport. Mais la première fois qu'on m'a proposé de faire une entrevue de la couverture, là, je capotais. J'étais comme, mon Dieu. Mais puis là, j'ai dit à Laurie Dupont, qui est la chef de contenu culture et société, qui est une femme exceptionnelle aussi. Vous devriez tellement l'inviter. Là. C'est vraiment une belle Laurie idée. Dupont. Elle est incroyable, cette femme-là. En tout cas, là, j'ouvre une parenthèse, mais Laurie Dupont, genre, c'est sa photo dans le dictionnaire à côté du mot sororité. Oh, Genre, cette femme est exceptionnelle. Donner son contact. Assurément. C'est une nouvelle. Ouais. Tu t'écris puis tu dis, va. Ouais, elle est vraiment, vraiment intéressante, puis le fun, puis je suis contente de savoir qu'il y a des femmes comme elle qui travaillent dans les magazines féminins. C'est vraiment super. Ouais. Parenthèse fermée. Parfait. Parenthèse. Mais tu avais dit. Ben oui, elle m'avait dit, je me rappelle, je l'avais croisée à Oshiaga. On se connaissait des réseaux sociaux. On s'était jamais trop rencontrés, peut-être une fois très rapidement. Puis elle m'avait dit, je pense qu'elle me connaissait aussi, elle lisait mes affaires. Puis elle m'avait dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu écrives pour moi? Puis j'avais dit rien, t'as rien à faire, genre, écris-moi un DM, puis c'est done deal, tu sais. Puis là, ça fait 2 ans et demi à peu près là, que j'écris pour le L, puis je pensais vraiment pas aimer ça autant, faire des entrevues pour le L. C'est incroyable.
Ah, mon Dieu. Malade. J'ai un nouveau rêve unlocked. Ah, ouais. Vraiment. Mais c'est fun parce que tu fais des entrevues de 1h30, 2 heures minimum, tu sais. Fait que tu passes du temps avec la personne, tu as le temps de jaser. Puis quand tu interviews Kim Thuy, ben là, tu passes 5 heures avec elle. Puis là, tu vas chez elle. Puis là, tu rencontres ses parents, son chum, son ex, tous les voisins de la rue, son fils. Puis tu repars avec des légumes, tu sais, de son jardin. C'est génial. J'ai tellement hâte que Kim vienne. Ah, vous l'avez invitée? Oui. Elle est iconique, hein, cette femme-là. Non, mais, tu sais, j'ai comme versé une larme quand elle a dit oui, là. Ben oui. En fait, est-ce que, si je peux faire une parenthèse aussi, là, Kim Thuy, elle ne le sait pas, mais elle m'a redonné espoir le 6 novembre dernier, quand les élections étaient le 5, si je ne me trompe pas, puis c'est le 6 au matin qu'on s'est réveillé avec cette nouvelle un peu sombre. Ouais. Et j'ai écrit comme un gros texte, genre, pour vrai. Moi, j'ai jamais dit, je l'ai écrit en faisant pipi, genre mon pipi du matin. J'ai commencé dans mon lit, puis là, mon chum me dit, genre, qu'est-ce que tu fais? C'est genre une demi-heure, t'es sur le bol. Je suis comme, non, mais genre, je me défoule, j'écris sur Notes, tu sais. Puis j'ai posté ça sur Instagram, puis c'est devenu comme viral. Et ça faisait des mois et des mois là, que j'avais écrit à Kim, puis j'étais rentrée dans ses DM, mais elle m'avait sûrement jamais accepté ou quoi que ce soit. Et cette journée-là, elle m'a écrit. Je sais pas si elle a vu mon post, elle m'a stalké, puis elle a vu que je l'avais écrit. Et j'ai reçu genre des notifications d'elle. Puis je me souviens, là, encore une fois, là, j'étais en Bixi, je revenais chez nous. J'ai regardé mon cell en Bixi. Et je me suis mis à pleurer cette journée-là. Genre, cette femme-là m'a redonné de l'espoir en cette journée. Ouais. J'adore. Ouais. C'était fini. C'est vraiment une femme incroyable. Elle a 30 ans puis 150 en même temps. Je comprends. Ouais, je voyais ce que je le genre de personne. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Fait que là, Elle Québec, Véro, puis à quoi tu joues? Exact. Tu comptes ça avec la majorité de ton temps. Puis des chroniques ici et là, Radio-Canada, à la radio, télé, 98.5 et autres petites tâches connexes pour payer son loyer, dans le fond. des piges dans des agences de marketing, parce que les médias, ces temps-ci, c'est pas le domaine le plus stable. Donc, des fois, il faut compléter, mais... Non, mais je t'écoute, puis on dirait, je suis genre, wow, la vie de rêve. Je dis, j'idéalise tout, là, c'est sûr, mais comme, t'as l'air de triper. Vraiment. Ben oui, je me sens vraiment chanceuse. C'est tellement... vraiment, oui. C'est pour ça que, tu sais, c'est quoi tes ambitions? Je le sais pas vraiment parce qu'en ce moment, c'est super cool. Puis si à un moment donné, ça marche plus ou pas pour une raison, ben je ferai d'autres choses. Puis je le sais pas encore c'est quoi, puis c'est parfait. Il y a une des thématiques, justement, dans tous les sujets qui t'intéressent et qui t'interpellent, puis c'était l'identité. Ouais. Puis je pense que c'est surtout ça qu'on est un peu plongé avec toi là-dedans. On a lu un de tes articles, là, je veux pas le renommer parce qu'à chaque fois, on dirait que je me viens mélanger avec le nom de ton podcast. Je sais pas pourquoi, puis ça n'a pas du tout rapport. C'est d'où viens-tu? Non, tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Un article que tu as écrit, en fait, c'est Tu viens d'où? Une quête personnelle, un écho universel, si je me trompe pas, le nom de l'article. Ouais. Puis, bon, là, je veux pas lire toute la citation. Non, mais pas au complet. J'ai lu tout l'article cette semaine en buvant mon latte. Genre, je capotais sur ça. Puis, tu disais, je cite ta citation, là, mais qu'au final, tu étais née d'une mère française, un père marocain. Tu dis, j'ai les cheveux foncés ondulés, les yeux noisettes, le nez aquilin, le teint olive. Ouais. Puis tu dis, et pour ajouter un ingrédient à ce beau cocktail exotique, je m'appelle Laïma, un prénom qui, entre guillemets, sonne arabe. Puis, bref, laissez-moi donc vous dire que des, entre guillemets, tu viens d'où? Et des non, mais tu viens d'où pour vrai? J'en entends plus souvent qu'à mon tour. Oui. Puis, on connaît la réponse, mais j'ai envie de t'entendre parler sur pourquoi justement cette question-là, là, tu viens d'où, est problématique. T'sais, pourquoi ça a été le nom de cet article-là? T'sais? Oui, ben en fait, je réponds à ta deuxième question. Premier, ça part... bon, cette réflexion-là, je l'ai depuis plus longtemps. Mais Nicolas Ouellette, qui est un animateur, radio surtout, mais qui fait aussi plein d'affaires, il a fait une série documentaire qui s'appelle « Tu viens d'où ?» qui est sur Tout.tv. Je ne sais pas si elle est encore là, mais elle a été sur Tout.tv sur Véro, là, la section Véro. Puis lui, il a fait une série qui m'a vraiment bouleversée. Là. Il y a comme un avant et un après cette série-là pour moi, parce que lui, il est originaire du Sénégal. Il a été adopté. Fait qu'il est noir. Il a grandi à Québec, élevé par des parents blancs. Fait que lui aussi, tu viens d'où? Puis dans le fond, la série commence, puis il fait les tests genre Ancestry, là, les tests de génétique là, pour connaître tes ancêtres. Puis tout au long de la série, on attend les résultats, en fait, parce qu'il ne sait pas exactement il vient d'où. Fait qu'il veut confirmer ou infirmer ce qu'on lui a toujours raconté. Puis
Il fait des entrevues avec plein de personnes afrodescendantes. Boucard Diouf, Isabelle Rasco, Sophie Fouron. Il parle à des gens, autant des personnes médiatiques que des gens dans le sport. Puis il parle avec ces gens-là de la question « Tu viens d'où? » puis ce que ça représente pour eux. Puis cette série-là m'a vraiment bouleversée parce que c'est venu valider plein d'affaires que je ressentais justement sur l'identité culturelle qui peut parfois être un peu trouble, là, comme tu l'as dit. Moi, j'ai grandi à Montréal, mon père est marocain, mais ce qui est particulier dans mon parcours, c'est que mon père a quitté notre vie quand j'avais 9 ans. Ce qui fait que, puis là, j'utilise plus souvent le nom de ma mère qui est Gérald, mais mon vrai nom, entre guillemets, c'est Laïma Abouraja. Fait que là, Abouraja, nom arabe. Laïma, c'est un nom qui sonne arabe, mais c'est un nom qui est lituanien. Okay. Mais je suis pas lituanienne. Fait que souvent, les gens, ils me posent des questions qui arrivent de plein de bords. Genre, OK, tu t'appelles Laïma, ton père est arabe, fait que ton nom, fait que là, c'est comme... Fait que c'est pas nécessairement que la question est problématique. C'est juste que c'est une question qui est vraiment très chargée pour beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde qui la pose de manière super banale. Fait que c'est comme si moi, je ressens souvent comme une espèce de clash, en fait. Tu viens d'où? Je suis comme, oh, OK, t'as-tu plusieurs minutes à consacrer à la réponse? Puis, c'est pas nécessairement tu viens d'où qui est problématique, entre guillemets. C'est quand les gens, ils acceptent pas ta première réponse. OK, mais... Voyez-vous ce que je veux dire? Genre, tu viens d'où? Puis là, moi, si je réponds, je viens de Montréal. Tu sais, j'ai grandi dans le Myland. Là, les gens, ils vont me regarder avec des points d'interrogation dans les yeux, puis ils vont être comme, non, mais tu viens d'où pour vrai? C'est un petit peu condescendant, je trouve. Intrusif, peut-être même. Mais condescendant, mais considérant en plus que le Québec a été fondé sur des immigrants. Je parle, les Français étaient des immigrants ici. Puis il y a tellement eu de personnes qui sont nées dans plusieurs pays, qui sont venues au Québec, puis qu'ils ont élevé des enfants ici, qui eux, ont eu des enfants. Fait que, je pense, c'est comme assumer que tu peux pas venir d'ici si t'es pas... là, je dis un homme blanc, là. Tu peux être une femme blanche aussi, mais comme... Un Québécois pur laine. Un Québécois pur laine. C'est quoi un Québécois pur laine? Il n'en existe pas des Québécois pur laine. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas si... Je pense pas que c'est toutes les personnes qui me disent « tu viens d'où » qui sont condescendantes ou intrusives. Non. Ça part la majorité probablement d'une super bonne place. Mais c'est vrai que dans un cas comme le mien, c'est que ça vient avec des réponses qui sont chargées, genre... Puis pas nécessairement chargées de la même façon en fonction de la personne qui me le demande. Genre, moi, il y a un trigger vraiment très niché dans ma vie. C'est si je suis dans un taxi ou un Uber et qu'il y a un chauffeur de taxi arabe qui me demande « Tu viens d'où? » C'est vraiment, vraiment spécial. Parce qu'ils voient mon nom souvent. Fait que là, ils disent « OK, Laïma Abouraja. » Tu sais, quand tu commandes un Uber, ils voient... peut-être qu'ils voient juste ton prénom, mais « Ah, Laïma, tu viens d'où? » Parce qu'ils voient de quoi j'ai l'air. Fait que là, « Ah, mon père est marocain. » Ah! Fait que là, ils se mettent à me parler en arabe. Fait que là, moi, je suis comme « Non, attendez, non, je parle pas arabe. » Mais comment ça, tu parles pas arabe? Fait que là, tu sais, t'as pas nécessairement le goût, en fin de soirée, de dire à un chauffeur de taxi que tu connais pas, mon père a littéralement abandonné sa famille. C'est pour ça que je parle pas arabe, en fait. C'est pour ça, mon père n'a jamais cru bon nous transmettre sa culture. Ah, mais là, comment ça? Vous devez absolument lui parler. Mais là, vous êtes déjà allé au Maroc, au moins. Fait que là, je suis comme, non, jamais, j'ai jamais mis les pieds. Mais là, mademoiselle, ça n'a aucun sens. Vous devez absolument y aller. Fait que là, t'es comme... Ça, c'est une conversation que tu as souvent, là. Ça paraît-tu? Ça paraît. Non, mais ça, c'est un script, genre mot pour mot, là, qui est entendu bien trop souvent. Mais c'est pas... Je serais pas prête à dire que cette personne-là est mal intentionnée. Tu sais? Mais, des fois, maintenant, on dirait que j'ai développé parfois une réponse c'est compliqué. Mettre une espèce de limite. Puis après ça, là, il y a toutes sortes d'autres contextes, genre les apps de rencontres. Ça, tu viens d'où sur des apps? Parce que des gars voient une photo puis mon nom, puis ils me demandent « Salut, ça va? Tu viens d'où? » Ça annonce peut-être un petit peu de fétichisation. Oui. Genre... Tu réponds quoi? Là, à l'époque, tu sais, ça fait un bout quand même là, que j'étais sur les apps, mais des fois, je répondais la vérité, là. Fait que là, c'est « Ah, wow, moi, j'adore les femmes exotiques. » Ça, c'est le terme qui me fait lever le poil ses bras à toutes les fois. Et je l'entends tellement souvent, genre de faire comme, mettons, comme quelqu'un qui a des... Whatever, I guess, il y a des préférences. Genre, moi, j'ai des préférences exotiques. Puis t'es genre,
Genre, Ben oui. dire. Ben là, je vais faire une autoplug, mais on a fait 2 épisodes là-dessus à quoi tu jouis. Plug quoi, là? Ouais, Ah oui, je mets plug, fétichisation raciale et racisme sexuel. Wow. Fait qu'on a essayé de décortiquer cette affaire-là, justement. C'est-tu correct d'avoir des préférences? Puis des trucs comme ça. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'est comme... C'est intéressant. cette Il y avait question-là. une conclusion. Mais ça, je me dis, qu'est-ce qui en est ressorti? Ouais. Pas une Euh, conclusion, mais Ben, comme... quand même, tu sais, c'est super correct d'avoir des préférences, Mhm. mais la question à se poser, c'est est-ce que ces préférences-là, Mhm. genre, agissent comme un écran entre toi puis la personne? Parce que, en fait, si tout ce que t'aimes chez cette femme-là, c'est que c'est une femme asiatique, ben là, tu l'empêches d'être qui elle est, en fait, Mhm. parce que tu fais juste projeter tes préférences dessus. Puis c'est là que je trouve que ça devient problématique. Mhm. Dans mon cas, à moi personnel, c'est que si on projette tout ça sur moi, genre, je me suis déjà fait ça me trouble, genre, je me suis déjà fait dire des affaires aussi absurdes que, wow, je le vois à travers l'écran que tu sens la fleur d'oranger. Genre, pour C'est vrai, man. sûr que Chanel numéro 5. Ah non. Il y a un gars qui disait qu'il avait envie de composer une chanson où il ferait rimer la lune sur les dunes du désert, je sais pas quoi. Je suis comme, man, j'ai grandi dans le Myland. Genre, qu'est-ce Ça me fait capoter fait que là, Ah, mon Dieu. cette personne-là a absolument aucun intérêt à savoir qui je suis. envers ta En personne. fait. Parce que là, c'est ça qu'on avait dit dans le podcast, je pense, c'est que dans une situation comme celle-là, tu m'as jamais donné la chance de me présenter, mais là, je suis obligée de me déprésenter pour t'expliquer que toutes les affaires que tu viens de me dire, c'est absolument faux. Mais après ça, bien sûr, on peut en rire. Comme là, j'ai un chum depuis 3 ans et demi. Il me fait des blagues là, par rapport à ça maintenant, puis ça fait partie de notre dynamique, là, tu sais, de faire des commentaires sur le fait que je ressemble à Jasmine, puis whatsoever. Tu sais, ça peut évidemment être drôle et consentant, puis le fun, puis faire partie d'une dynamique, mais si c'est la première affaire que tu dis à la personne, Ben, puis, tu sais, il y a aussi une différence de se faire comparer avec une princesse de Disney que t'es genre, OK, sure, à comme, mettons. Mais en même temps, c'est aussi de se questionner, genre, ça vient, tu viens de où, mais ça vient toi, tes préjugés, vraiment. toi, tes préférences, tu sais, exotiques ou non, mais ça vient d'où réellement, puis c'est quoi comme tes attentes par rapport à ça, là? Vraiment. Puis Mona Cholet, j'imagine que vous connaissez peut-être, c'est une autrice française qui a écrit Sorcière, notamment, le livre Sorcière, puis Réinventer l'amour. Puis là, elle en a écrit un récemment qui s'appelle genre Pour en finir avec la culpabilisation des femmes, quelque chose comme ça. Mais dans Réinventer l'amour, elle parle de ça. Elle parle en fait, c'est un rapport qui est purement colonial, hein, finalement. Tu sais. Ben oui. Un homme blanc qui présuppose qu'une femme noire, c'est comme... Elle va être sexuelle comme une panthère. Ben, c'est fucking colonial. Je suis désolée. Ben oui. Puis ça marche à l'inverse aussi. Là, une femme pourrait porter ce regard-là sur un homme... un homme pas blanc, tu sais. Fait que c'est juste peut-être d'essayer de déconstruire OK, ces préférences-là, t'es pas nécessairement né avec, en fait. Là, elles ont été induites par une société patriarcale, coloniale, et tous ces mots à la mode, mais quand même vraiment super important et pertinent. Là, et des stéréotypes sexuels, comme... C'est sûr que, genre, influence de la pornographie, comme... C'est sûr et certain. Ouais, on en parle souvent, là, de l'influence de la pornographie. Oui, moi, c'est mon sujet. Ben, c'est hyper de pratiques sexuelles, mais ça aussi, là. Ouais. Mais dans le podcast, justement, de À quoi tu jouis sur ce sujet-là, on a un invité qui s'appelle Steve Bastien, qui est un acteur, mais il travaille aussi pour Réseau, qui est un organisme qui travaille auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Puis il nous expliquait, puis c'est un homme noir lui-même, puis il nous expliquait qu'il y a des gens avec qui il travaille qui lui ont dit qu'il se faisait approcher dans des bars avec le langage de la pornographie. Puis là, je vous laisse imaginer. Là, Ouais. Donc, il y a des références comme très explicites à la taille de ce qu'ils ont entre les jambes. Puis des trucs comme ça. Ouais. C'est super intense. Là. C'est super intense. Même chose comme... C'est tellement triste. Là. C'est super triste parce que ces gens-là, ils vivent de la détresse après. Là. Comme plein de femmes asiatiques vont rapporter que les hommes vont considérer qu'elles sont soumises, dociles. Les femmes noires, on va les fétichiser comme des bêtes de sexe. C'est super intense. Fait qu'il faut comme essayer de déconstruire ça le plus possible parce que ça fait souffrir des gens, c'est ça l'affaire.
Avant de continuer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une petite recommandation balado à vous faire. J'adore pouvoir vous recommander un balado pendant que vous écoutez un balado. Vraiment un nice concept. Et vous en avez peut-être entendu parler, c'est le balado Frue Menstrue qui est disponible sur Radio-Canada Audio. Moi, je l'ai vu partout, je l'ai écouté, je l'ai adoré. C'est animé par l'animatrice et chroniqueuse que j'adore, Émilie Fournier. Petit spoiler, on va peut-être la voir sur le balado bientôt en plus. Et elle va explorer un sujet super important, mais qui est trop souvent mis de côté. On le sait, la santé reproductive des femmes, avec un focus particulier sur l'endométriose. Vous allez y entendre des témoignages puissants, des conversations importantes, des informations super utiles pour mieux comprendre votre corps et ses enjeux. Que vous soyez concerné directement par le sujet ou si vous voulez tout simplement en savoir plus, Frue Menstrue, c'est vraiment une ressource incontournable pour ceux et celles qui souhaitent mieux comprendre la santé menstruelle et reproductive. Donc, dès que cet épisode est terminé, allez tout de suite écouter Frue Menstrue en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Téléchargez l'application sur Apple ou Android pour y accéder plus facilement. Et évidemment, le lien est en description. Sur ce, on retourne à l'épisode. T'es capable de te détacher un peu de ça? Tu sais, dans les questions, on t'avait envoyé les questions. Dans une de mes questions était comme, cette question-là, d'où viens-tu ou tu viens d'où plutôt? Ça a-tu évolué dans le temps, contrairement à 10 ans, par exemple? Tu sais, t'es-tu capable un peu de prendre du recul avec ça? Pas d'en rire, mais tu disais, tu mets plus tes limites, mais t'es-tu capable que ça t'impacte moins de... Oui, vraiment. Puis je pense que ça a évolué beaucoup parce qu'on en parle beaucoup plus dans la société. En fait, Radio-Canada, cette année, ils ont sorti un super beau topo sur la question. Puis le fait qu'il y ait de plus en plus de gens aussi qui s'expriment puis qui nomment qu'ils et elles se sentent comme ça, ben là, tout d'un coup, je fais « Ah ouais, OK, en fait, c'est un truc qui est répandu. » Fait que ça aide à mieux comprendre aussi tout ça. Mais oui, ça a évolué, puis ça vient vraiment sûrement avec l'idée de mettre ses limites, là. Absolument. T'as pas le choix, là. C'est ça, parce que je reprends ton exemple du gars de Uber tantôt. C'est que c'est une discussion que tu aurais avec une personne proche de toi, que tu voudrais te confier. Peut-être que ces questions étaient un peu maladroites, là, on va se le dire, mais... Tu sais, là, c'est comme s'il fallait que tu t'ouvres au complet à chaque personne qui te pose juste cette question-là parce qu'elle va te renchérir avec d'autres questions. Puis... C'est ça, exact. Ouais. Mais c'est pour ça que je veux dire que souvent, les gens, ils vont poser cette question-là de façon très casual, genre « Ah, tu viens d'où? » Mais elle sait pas que toi, ta réponse, elle vient avec un immense bagage, genre un trigger d'abandon paternel. Genre, tu sais, il y a de quoi aussi par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est correct aussi de dire « Hey, tu sais quoi, ça me tente peu de rentrer là-dedans. » Genre, ça, c'est ma réponse courte, puis prends-la, tu sais. Si quelqu'un, je réfléchis à haute voix en vous posant la question, fait que peut-être qu'elle va être maladroite aussi, mais si quelqu'un te posait plutôt genre, ah, tes origines viennent de où? Ouais. Ça, comment tu sais, qu'est-ce que tu répondrais à cette question-là si je te le disais? Ça serait-tu plus, entre guillemets, facile? Ben, c'est peut-être plus factuel pour moi, on dirait. Mais encore une fois, c'est la suite. Je pense qu'il faut comme read the room, en fait. Si la personne fait des réponses un peu fermées ou... Ouais, je comprends. Peut-être d'essayer juste de comprendre, peut-être que la personne n'a pas nécessairement le goût de parler de ça, puis de prendre les réponses qu'on donne, je pense. Oui, c'est pas nécessairement ce qui définit cette personne-là. Fait que... Ben, puis au final, moi, j'ai jamais besoin de parler de la provenance de mes parents, là. Oui, je parle pas de mes parents, là. Il y a personne qui me questionne sur, genre, ma dynamique familiale, ever, là. Genre, personne sait que je suis née à Laval, là. Mais comme... Maintenant, tout le monde le sait. C'est écrit Jésus sur mon certificat de naissance. J'aime aussi Fabreville. Mais je pense que je veux comme juste dire que c'est pas en tout point de mauvaise question. Parce que ça peut être une belle curiosité, ça peut être une façon d'entrer en contact avec les autres, ça peut être une très, très belle question. Tu viens d'où, là? C'est pas noir ou blanc, mettons. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Quand j'ai lu cet article-là, justement, avec mon latte dans le café cette semaine, ça m'est venu à penser, puis là, je me trouve toujours push parce que je suis jamais
bonne pour retrouver où est-ce que j'ai écouté un balado, où est-ce que j'ai lu cette phrase-là. Tes sources? Mes sources, je suis à chier. Plagiat fois 1000. OK? Je sais pas, ça vient de où? Dites-moi là, si vous le savez. Sûrement TikTok, là. Ouais, c'est ça. Non, toutes les fois, je suis comme, j'ai lu quelque chose de vraiment intéressant. Non, OK, c'est une vidéo. Une joke avec mon chum. Des fois, je suis comme, j'ai regardé un documentaire. Non, en fait, j'ai vu un TikTok. J'ai vu ça passer. Maman, Non, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que c'était visuel. Mais en fait, c'était peut-être sur TikTok. Ça devait être TikTok. On croit, vas-y, Sur un écran quelconque. J'avais écouté un long passage d'un balado, OK, qui était audio et visuel. Puis la fille expliquait, elle, sa mère, si je me trompe pas, elle était québécoise, puis son père venait quelque part en Afrique. Son père était noir. Et elle disait qu'elle trouvait un gros... qu'elle avait de la difficulté à trouver son appartenance, vraiment son identité, parce qu'elle était comme, quand je vais, on va dire que c'était au Sénégal, OK? Quand je vais au Sénégal, mais je suis blanche, et quand je suis ici, on me considère comme noire, tu sais. Puis là, je me souviens plus, c'est quoi la question vraiment. Vanessa Duchel? Ici? Non, c'était pas elle. Je sais qu'on en a parlé avec elle. Vanessa Duchel, elle dit ça. Oui. Je suis comme, me semble que c'est très répandu. Ouais. Puis tu sais, je m'étais marquée plus comme question, genre, y a-t-il un moment où tu t'es senti contrainte de prouver ton appartenance à l'un ou l'autre de tes héritages? Mais est-ce que ça peut venir contradictoire des fois? Tu dis, t'es jamais allé au Maroc nécessairement, fait que j'assume que non pour là-bas, tu sais. Mais ce gap-là, tu l'as ressenti un peu? Quand même, mais pas de cette façon-là, par contre. Parce que je suis jamais allée au Maroc. Si j'y allais, ça serait probablement super confrontant, là. Mais il faudrait que je le fasse. Ça te tente-tu? Oui. Ouais. On recommande quand même. On s'est rencontrés au Maroc, moi, puis Kat. Ah, wow! Oui. Ben, c'est genre au-delà des origines. Vous me ferez. C'est un beau pays. de refuge. Ah ouais, j'ai un gros note sur mon sel. Ah, wow. Rencontrez-le. Ouais. C'est tellement nice. Dans le désert. Ça a l'air beau. Non, mais c'est ça. Fait que c'est vous qui devriez avoir des poèmes de désert et de... Exact! On va s'écrire des poèmes de dune, toi et moi. Mais ouais, ça te tenterait sûrement d'y aller? Vraiment. Ouais. J'aimerais ça. Dans quel intérêt? L'intérêt de voir peut-être... Puis là, je veux pas qu'on rentre là, dans tout ce qui est genre trauma d'enfance. La quête identitaire de comme... Mais est-ce que je sais pas comment me dire ma phrase, mais est-ce que tu considères que le Maroc fait partie de ton identité ou non? Je ne sais pas. Je suis pas allée. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça l'affaire. Des fois, je dis, c'est quasiment comme si je suis pognée avec ça physiquement parce que ça paraît. Il y a quelque chose qui paraît. On peut pas dire tout de suite Maroc, mais on comprend Méditerranée, Afrique du Nord, tout ça. Fait que il y a plein d'affaires que je sais pas, en fait. Est-ce que quand je vais aller là-bas, je vais avoir comme une espèce de révélation de « Wow! En fait, je la porte, je le porte, cet héritage, et je le savais pas. » Peut-être aussi que la réponse, ça va être « Ah, c'est vraiment un super pays, puis la bouffe est bonne, puis c'est beau, puis nice, puis les gens sont gentils. » Je le sais comme pas, parce que ça fait pas vraiment partie de moi. Tu sais, mettons, la culture française fait beaucoup plus partie de moi. Tu sais, ma grand-mère m'a transmis vraiment beaucoup de choses. Peut-être pour ça que je tripe sur Marie-Antoinette, d'ailleurs. mais ça, c'est un héritage culturel que je porte vraiment plus, mais il est plus invisible, peut-être, là. Même si des fois, les gens disent « Ah, t'as un petit accent. Est-ce que c'est parce que tu fais de la Radio-Canada? » Puis je suis comme « Ouais, mais non. » C'est l'accent français ou l'accent Radio-Can? C'est comme un... Ah, tu t'articules beaucoup. Hein? Tu fais vraiment des A, là. Tu fais pas des A. Tu sais, les gens, des fois, sont un peu confus. Ah ouais, hein? Quand moi, ça me frappe pas. Mais c'est vrai que tu fais des belles phrases. On va avoir des beaux extraits pour nos réseaux sociaux. Mais donc, prouver vraiment mon appartenance, je le sais pas. Peut-être que ça m'est moins arrivé, mais parfois, c'est plus... mettons, ça m'a pris du temps avant de constater que j'ai subi de la discrimination. Je l'avais jamais réalisé parce que on m'a pas vraiment... J'ai pas vraiment grandi en me faisant dire que ça se pouvait que j'en subisse, mettons. Mais ça m'est déjà arrivé à un moment donné. Je me cherchais un appart. Puis j'étais comme, aïe, le monde me répond donc ben pas. Puis il y avait eu quelque chose dans l'actualité à ce moment-là. C'était-tu la mosquée de Québec? Peut-être c'était la mosquée de Québec. En tout cas, il y avait eu l'attaque à la mosquée de Québec. Je pense que si c'est pas ça, c'est un autre fait d'actualité qui s'était passé au Québec où là, l'actualité était bien gros. Les islamistes musulmans, nanana, puis c'était dans l'actualité beaucoup. Puis
j'envoyais des demandes, puis j'étais comme, mon Dieu, on commençait à parler de crise du logement, là, ça doit faire comme une petite dizaine d'années. Là. Mon Dieu, c'est donc bien intense, le monde me répond pas. Et là, dans la foulée, j'ai vu un reportage sur la façon dont les personnes qui avaient des noms à consonance étrangère, dont arabe, avaient plus de difficultés à se trouver un logement. Puis j'étais genre, c'est ça qui m'arrive? Tu sais, je suis comme tombée des nues. Et là, j'ai fait un test. J'ai écrit des emails avec un autre courriel de job que j'avais qui n'avait pas mon nom dedans, le jour et la nuit. Ben oui, mais oui, je l'avais vu passer comme il y a des stats là-dessus, puis évidemment je connais pas la stats exacte, mais c'était genre décollissant. Ouais. Moi j'avais vu pour les CV là, comme les CV, mettons comme à quel point que les CV avec des noms à connotation étrangère étaient écartés des processus de. Ok, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais ce qui était vraiment spécial, puis je pense qu'il le disait peut-être dans le reportage, c'est que moi, pendant que je le vivais, j'étais juste une fille qui avait de la misère à se trouver un appart. Mm-hmm. Je pouvais pas savoir pourquoi on me répondait pas. J'ai jamais allumé. Ouais. Et là, je pourrais jamais prouver que c'était pour ça. Mais dans mettons, ma petite expérience personnelle avec genre une seule témoin genre à l'appui, j'ai vu une différence. Ouais. Fait que je me suis dit, OK, il y a ça qui est particulier dans la discrimination aussi, c'est que tu le sais pas tout le temps. T'sais, pendant un temps, toi, tu peux penser que t'es un peu comme, t'as pas de chance en cette semaine-là ou des trucs comme ça. Fait que là, à ce moment-là, j'ai quand même compris quelque chose par rapport à ça. Puis aussi, aussi quand j'ai commencé à travailler dans les médias, là, tu sais, puis que là, on m'apposait le terme racisé, là, on commençait à plus, parler de diversité culturelle, puis de personnes racisées, puis d'affaires comme ça. Puis là, on dirait que j'étais comme, ah ouais, en fait, je suis une personne racisée, moi aussi. Mais on dirait que je l'avais comme moins... intégré, ça peut paraître bizarre. Ben non, parce que tu as grandi dans le Myland. Ben exact. Comme... J'allais dans une école super multiculturelle. C'est ça, tu sais. Il y avait du monde de partout. Mais en même temps, je vois un côté beau de ça, de me dire, c'est à l'âge adulte que tu as commencé à te dire, oh shit, ça se peut que ça m'arrive à moi aussi, tu sais. Ouais. Je me dis, comme, tu as peut-être eu une enfance qu'au moins qui t'a pas mis ça d'en face tout le long, tu sais. Oui, ouais. Mais quand même choquant de te réveiller à, je sais pas, le 20, 25 ans, peu importe, puis être comme. Mais ça me fait penser au féminisme, en fait. Dans le sens que comme on a probablement vécu de la discrimination toute notre vie, mais genre c'est dans notre vingtaine qu'on a le plus cliqué sur genre OK, puis une fois que tu remarques une affaire, t'en remarques une autre, puis là, genre t'es super comme tu deviens vraiment comme alerte de ton environnement. Ouais, c'est ça. C'est les lunettes que tu mets, puis moi je dis des fois plus c'est des verres de contact, tu peux plus les enlever. Tu peux pas les enlever. Ben, tu peux enlever tes verres de contact, là. Ouais. Même si c'est l'opération laser. L'opération laser. Exactement. Niveau. Exact. D'ailleurs, par rapport à au féminisme et comment tu le vis, est-ce que tu vois l'intersectionnalité de ça dans comment comme tu vis ton féminisme au day-to-day? Vraiment, ben tu sais, je pense que le mot l'intersectionnalité en général, tu sais, puis c'est vrai que quand tu commences à lire des trucs plus afro-féministes, puis genre être féministe sans penser à toutes les femmes, c'est un féminisme de privilégiés. C'est vrai que ça, oui, ça m'a quand même... ça m'intéresse vraiment. T'as-tu écrit des articles là-dessus? Je t'ai stalké, j'en ai pas trouvé. Des articles, des chroniques, assurément. Genre, j'avais fait une chronique à la radio à l'époque, là, quand je faisais justement de la radio avec Nicolas Ouellette, dans une émission qui s'appelait Faites du bruit, à l'époque. J'avais fait une chronique là, sur les Tu viens d'où, sur les apps de rencontre et tout. Fait que ça, oui. Puis ouais, c'est ça, le fameux podcast, là, À quoi tu jouis, mais des articles, sûrement, mais je suis plus sûre. Mais c'est quelque chose qu'on aborde de plus en plus, un mot d'intersectionnalité. On l'aborde, mais on a de la misère à le dire. On commence à aborder de plus en plus, justement, sur le podcast. Puis c'est qui nous a dit à un moment donné, sur le podcast, dire ma mission ne sera jamais réussie si les droits... Ah ouais, Laurence Gagnon, qui disait... Ah, Laurence Gagnon de Petite Histoire sexiste. Ouais. Cette femme... Tellement hot, hein? Incroyable. Cette femme. C'est ça, elle disait, ma mission ne va jamais être réussie si les droits et les opportunités que j'ai ne sont pas accessibles à toutes les femmes. Ben oui. Tu sais, absolument. C'est 100% vrai, là. Ben oui. Sinon, t'es l'oppresseur de quelqu'un. Tu sais, tu reproduis ce que tu critiques d'une certaine manière. Mm-hmm. Dans cet épisode de Mashup Potluck de plein de choses qu'on voulait parler, tu sais... J'essaie de faire une fluidité entre deux sujets qui sont pas du tout connexes. J'ai tellement fait un bon segue. T'es pas fière de mon segue en ce moment? 100%.
Hey, mais on a le droit de passer du coq à l'âne. On a le droit de faire ce qu'on veut. Non, moi, j'ai trouvé ça smooth. Là, on parle soudainement du féminisme et Je m'en allais même pas là. sexisme. Ah oui, ben, je regarde pas du tout mes cartes. Moi, je prépare des épisodes et je les regarde pas vraiment. Mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça coule de source. C'est parce qu'elle a écrit à peu près genre comme 26 questions. Puis ils sont toutes vraiment bonnes. Elles sont très précises aussi. Genre. OK, on te pose toutes les questions puis tu nous réponds en une phrase. Quoi anime le balado? À quoi tu jouis? À quoi tu jouis? Peux-tu nous en parler davantage? Non, je blague. On l'a déjà Mais non, en fait, la question que je m'en allais dire, pour vrai, là, c'était un peu qu'est-ce qui t'a mené vers la sexo? Parce que tu disais, j'avais toujours ça un peu derrière la tête. J'ai finalement décidé de m'inscrire au bac. J'ai fait, j'ai fait un an. Oui, ouais. C'est vendredi, gang. Les vendredis, là. On est rendu au 3e épisode. Ça va. Est-ce correct qu'être un peu nouille? On peut, non? Ben oui, ça. J'adore. Je pense que le monde. Attends de voir le 4e épisode. Avec Judith, là. Là, les cellules. C'est votre 3e épisode? Oui. OK, wow, vous êtes bonne de On a faire un ça autre back à après. back. Aïe, vous êtes super. Mais on n'est pas plus brûlé après 3 qu'après 4. Fait que tant qu'à y être, on va en faire 4. OK. C'est notre, notre moto. Mais oui, genre, de où que c'est venu? C'était-tu un peu anodin ou comme il est arrivé quelque chose? Ou, tu sais, Passion sexo. Passion sexo vient de où? Tu sais, moi, ma passion santé féminine, je l'ai découvert à travers ma job. Je m'en allais en physio périnéale, pas pour tout ce qui était santé féminine, mais pour autre chose. Puis finalement, santé féminine est arrivée comme dans mon assiette sans que je le veuille, puis je trippe, tu sais. Mais pour toi, Je suis pas sûre, je le sais complètement. t'as le droit. Je pense que ça m'a toujours intéressée. À l'adolescence, déjà, je me rappelle que les magazines, je sais pas, on dirait que j'ai toujours eu une curiosité par rapport à ce sujet-là. Mhm. Je pense que j'aime les secrets. Ah. Je suis scorpion. Ah. J'aime ça être deep, 26 octobre. Êtes-vous scorpion? Êtes-vous signe Non, je suis Gémeaux. Je suis l'autre détestée du. Ah, c'est clair. OK, 2 octobre, comme ma sœur. Balance. Et balance. Ouais, mais j'étais supposée d'être scorpion. Je sais que Vanessa dirait que ça sert à rien. Je voudrais que tu parles avec Puis moi, j'étais supposée d'être balance. Bonjour. Ah ouais? Ton micro, Ouais. ils sont- Moi, j'étais supposée être le 13 novembre, j'étais le 2 octobre. Toi, t'es le 20. né vraiment d'avance. I was very small baby. Ah, ben moi aussi, je suis supposée être en juillet. Je suis supposée être cancer. Finalement, je suis Gémeaux. Je sais pas si, ouais. Hey, on serait peut-être pas ici aujourd'hui. Non. Ça, c'est fou, pareil. Vivement le 2 octobre, là. Vivement le 2 octobre. Mais, puis, je sais même plus pourquoi on parle de scorpion, là. C'est de ma Elle aime faute, les c'est moi qui- secrets. T'aimes les Oui, les secrets. Je pense que j'ai un vrai intérêt. Mais c'est cliché à un autre niveau, mais je suis vraiment comme curieuse Ouais. des humains. Puis c'est vrai, là, cette affaire-là de les côtés sombres. Puis c'est ça, tu sais, j'adore les tabous. Il y a quelque chose que j'aime, qui m'interpelle et tout. Je pense que la psycho, ça aurait pu combler ça aussi. Mais ouais, il y avait un truc par rapport à la sexologie qui m'interpellait. Puis ces temps-ci, je suis en train de me demander si je retourne pas là. Finir mon bac. Wow. Signe. Peut-être. J'aimerais On n'est peut-être jamais ça. trop vieille pour retourner à l'école. Absolument. Exact. Je pourrais être une jeune étudiante de 37 ans. Bien sûr. 36, ça dépend quand, mais 36-37, ouais. T'as 36 ans? Ouais, Ah, t'as l'air d'avoir 25, genre. 25 T'as ans. 36 ans? Sérieux, Ouais. tu pourrais me le dire, ça me surprendrait pas. Ah ouais? Moi, je pensais que t'avais genre 31, j'aurais dit c'était l'âge que t'avais. L'autre fois, il y a des étudiants de l'UQAM qui m'ont dit 27. C'est ça. T'es genre, ah non, C'est 28. comme, oh, Wow. Mais, tu t'en allais Oui. Vas-y. Non, mais je veux savoir pourquoi que tu trouves ça important de parler, de justement de déconstruire les tabous, de parler ouvertement de sexualité, de le faire de façon médiatisée en plus. C'est comme d'amener le sujet quand même plus loin. Là. Eh, mais ça, vous devriez poser cette question-là à Kim Thuy. D'accord. Elle va avoir des bonnes réponses, parce qu'on avait beaucoup parlé de tabous avec Kim Thuy. Mike note ça quelque part. J'ai pas de crayon. Ben, parce qu'il y a tellement de tabous qui sont construits, puis qu'on se demande même plus pourquoi, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouve intéressant. Il y a beaucoup de choses par rapport à la sexualité, par rapport au couple, par rapport à l'amour, par rapport au genre, par rapport à tellement d'affaires. Puis c'est vrai que moi, j'aime quand même ça, pas tenir les choses complètement pour acquis. Puis je réussis vraiment pas tout le temps, puis j'ai plein de billets, comme plein de billets. Mais on dirait que j'aime ça être comme, OK, mais pourquoi comme ça? C'est-tu la meilleure affaire? C'est-tu ça la bonne affaire? Tu sais, si c'était à refaire, on ferait-tu la même affaire? Tu sais, on dirait que j'aime ça comme
fouiller là-dedans puis voir ce qui en ressort. Et finalement, on se rend compte que souvent, il y a plein d'affaires que quand on les déconstruit, ça crée de la liberté, en fait. Je pense qu'il y a comme une recherche de liberté dans cette déconstruction de tabous-là. J'adore la liberté, c'est cool, là. C'est trop bien la liberté. Moi, j'adore tout ce que c'est. J'adore, oui, vraiment. Je pense que je l'avais pas dit que j'étais fan. Non, mais il y a un truc là, par rapport au biais, là, comme j'ai un gros wake-up call ces jours-ci. Je vais vous dire c'est quoi. Je travaille en ce moment, ben là, je sais pas quand est-ce qu'on est diffusé, mais cet hiver, là, j'ai été approchée par un centre de femmes dans Hochelaga-Maisonneuve pour faire un podcast avec des femmes du quartier. Wow. C'est fou. Genre, ces femmes-là, pendant 1 an, elles se sont réunies tous les mois. Ils ont choisi un sujet d'actualité qui touche les femmes. Elles en ont parlé, puis elles ont écrit un blog par rapport à ça, puis elles font des revendications. Genre, nous souhaitons qu'il y ait une meilleure répartition du budget pour les femmes. Nous, les femmes, ils ont parlé du procès Mazan, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de la Palestine, la crise du logement, plein d'affaires avec des lunettes féministes, justement. Wow. Et ça c'est super intéressant, là, par rapport au rapport de background économique puis social, là. Ouf! wow. Genre, des fois, moi, je prends 100% pour acquis que j'ai Internet chez nous. Oui. Ouais. Ben oui, là. Comme, c'est quand la dernière fois que vous avez demandé à quelqu'un, t'as-tu un cellulaire? Mm-hmm. T'as-tu Internet chez toi? Tu sais, t'as-tu... Fait que ça, là, ces temps-ci, je me dis, ouf. Puis pourtant, je viens vraiment pas d'un background aisé. Du tout, là. Mm-hmm. Au contraire, en fait. Mais on dirait que là, je fais, c'est quand même facile de tenir pour acquis que c'est normal là, de s'acheter un vin nature à 25$. Ma question aura peut-être pas de comme réponse, là, mais c'est quelque chose que je me questionne beaucoup, entre autres, grâce au balado de femmes qui nous expriment des biais comme ça, qui nous disent qu'ils ont des wake-up calls, juste d'entrevues qui me font tellement réfléchir après. T'aurais-tu parce que je parle beaucoup de ça avec mon chum, en fait, dernièrement, que j'ai dit, genre, on a interviewé Gabrielle Marion, puis elle a une série, je pense sur, et c'est tout.tv aussi, bref, sur Novo, ouais. Puis je disais à mon chum, j'ai envie de l'écouter, genre, on l'écoute-tu, puis il était comme, ça, il tentait pas full, tu sais. Puis j'étais comme, non, mais c'est tellement important de le voir, c'est tellement important de, comme, se mettre face à des choses qu'on connaît pas, tu sais, puis qu'on n'est pas porté à aller de l'avant. Puis ça, il tentait juste pas, puis il dit, mais c'est parce que je suis pas dedans, tu sais. Mais qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un... On fait du travail. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut se mettre face à ces billets-là? Tu sais, comment qu'on peut... Quand on déconstruit les billets. Mais comment qu'on peut même les réaliser qu'on les a? Tu sais, c'est une chose de les déconstruire, mais c'est même pas que tu les as par où qu'on commence. C'est tough, hein? C'est vraiment une grosse question bombardée, là. Je pense qu'il y a 2 affaires. Tu sais, il y a des choses très concrètes, mais il y a aussi, genre, humilité. Ouais. Tu sais, parce que réaliser qu'on a des billets, là, puis qu'on roll, genre, on live depuis toutes ces années sans même avoir eu conscience de certaines affaires, des fois, tu tombes de haut parce que des fois, c'est déstabilisant. En fait, je pense que le conseil que je donnerais, c'est accepter l'inconfort. Parce que sortir comme prendre conscience de ses privilèges puis les déconstruire, c'est inconfortable, en fait. C'est super inconfortable. Puis c'est correct d'être inconfortable. Fait que je pense qu'il y a ça. Mm-hmm. Puis, ben, écoutez cette série-là. Tu sais, puis en fait, moi, ce que j'aurais répondu, c'est, hey, depuis toutes ces années que nous, on regarde des contenus dans lesquels on se reconnaît pas, genre, semble-nous de le contraire. Là, ouais. Parce que des personnages féminins moins stéréotypés, des personnes trans, des personnes, tu sais, whatever, là, toutes les gens qui ne sont pas cet homme blanc, comme sacro-saint homme blanc privilégié, machin. Nous, on l'a fait en maudit, là, cet exercice-là. Là. Nous, on les a lus leurs livres, puis on les a vus leurs films, puis on en a souffert en maudit, là, je sais pas, mais moi, genre, quand je prends conscience de tous les modèles de violence... dans les relations. Les relations, là. C'est un peu ce que India Desjardins dit dans son livre Mr. Big. Oui. Ça nous a impacté dans nos histoires d'amour, dans nos amitiés. Les filles, on est juste des drama queens, puis on fait juste être en compétition l'une contre l'autre. Accepter des relations toxiques, du masculinisme. Oui. Et même, genre, je sais pas, moi, je vois vraiment souvent des genres de mash-up d'extraits, là, genre, est-ce que comment ils disaient ça?
est-ce que, genre, les commentaires sur le physique des femmes étaient si pires que ça dans les années 90-2000? Oui, puis là, genre l'entrevue avec Britney, genre. Britney, America's Next Top Model. Je sais pas si vous avez... la fille, ils sont comme, est-ce que t'es correct d'être la seule plus size? La fille fait la moitié de mon corps. Qu'est-ce que tu veux dire, plus size? Fait que tout ça, puis ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de male gaze là-dedans, fait que je pense de s'exposer au female gaze, de justement, lire des autrices de la diversité culturelle, l'afroféminisme, toutes ces affaires-là, de s'exposer à des contenus, justement, qui ne parlent pas de nous. Moi, je pense que ça crée de l'empathie. Bien, encore une fois, si on est dans une posture de curiosité et d'humilité, idéalement, ça crée de l'empathie. Ouais. Mais sinon, contenu plus concret, là, le podcast Les couilles sur la table. Ouh, je connais pas, mais vous allez aimer ça, je pense. Okay. C'est une autrice, chroniqueuse, personnalité française qui s'appelle Victoire Tuaillon. Elle n'est pas au Québec, mais c'est un moment donné, vous la pognez, elle est incroyable. Puis elle a fait un podcast sur la masculinité, en fait. Les couilles sur la table. Les couilles sur la table. Puis il y a beaucoup d'épisodes. Puis elle a même fait un livre avec ça, si les gens sont plus du type lecture. Puis elle a fait un autre podcast après qui s'appelle Le cœur sur la table. Puis là, elle déconstruit les relations hétérosexuelles. OK. Wow. Puis c'est hyper accessible. OK. Ben, et elle ne prend pas les hommes de haut, mais ça peut être vraiment... Je suis sûre que ça peut être déstabilisant, mais il y a des hommes autour de moi qui l'ont écouté puis ça les a interpellés. Ouais. Ben, je pense tu me diras si je me trompe, là, mais je pense que la première étape la plus difficile là-dedans, c'est cette ouverture-là, cette humilité-là, et être prêt à être dans l'inconfort. Puis ça me fait juste rire parce que, tu sais, on a écouté le podcast de Léa Clermont-Dion, tu sais, on en a écouté un peu dernièrement. Puis c'est drôle parce qu'il dit tellement ça ne tente pas trop de regarder ça. Puis quand je le force à l'écouter, c'est le premier à en parler pendant des heures à toute sa famille, toutes ses amis. Ça ne tente pas? Il me dit tout le temps, il me disait ça en plus hier soir pendant que je pleurais avec l'avenir de l'avortement et de tout ça, là, qui me disait, il dit, je suis tellement fière de toi que genre, tu t'exposes à ça, tu t'intéresses à ça. Mais je pense que ça ne tente juste pas. Ça ne tente pas. Okay. Ça ne tente pas. Genre, c'est ça. Puis l'affaire, c'est qu'il reste honnête dans sa réponse. Je préfère qu'il me dise vraiment les vraies choses. Mais dans ma tête, je suis comme, je m'en crisse, ça ne tente pas, genre, fais-le. Puis en fait, dernièrement, le speech que j'ai plus envers lui, c'est comme, je comprends que ça ne te tente pas, mais, tu sais, ta blonde, la personne que tu es supposée d'aimer le plus au monde, est confrontée à tout ça, tu sais, comme... On y arrive, là, mais... Ben, puis après ça, c'est de... Tu sais, ça peut être bien de déterminer les formats, comme, mettons, moi, j'ai vraiment de la misère à lire quelque chose qui n'est pas de la fiction. Fait que genre, je me sens mal quand j'ai pas lu, j'ai pas lu les essais, ben, tu sais, tous les ouvrages importants. Puis comme, évidemment, le féminisme, c'est un de mes sujets préférés, mais comme, si tu me le mets en livre, ça va être plus difficile pour moi. Genre, je suis tellement TDAH que genre, à toutes les 2 phrases, je suis comme, je pense à plein d'affaires. C'est full correct aussi. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, après ça, c'est OK, tu peux peut-être être fermé pour comme certains formats, de dire genre, hey, comme on est samedi soir, genre, ça me tente peut-être pas d'écouter une série documentaire, même si c'est important, ça me tente d'écouter un film puis de décrocher. Mais y a-tu un format que, comme pour toi, ou un moment, ou est-ce que c'est justement, c'est-tu un podcast, c'est-tu une émission de télé, c'est-tu genre. C'est bon, ça, comme conseil. C'est-tu juste, genre, je peux te bombarder avec genre 20 TikTok aujourd'hui, genre sur le sujet, ou quoi que ce soit, ou comme, en tout cas, tu sais, de juste d'être conscient qu'il faut faire un pas, après ça, tu choisis la façon que tu veux le faire. Mais t'as quand même raison qu'à chaque fois qu'on tourne des podcasts, c'est toujours des vendredis. Puis là, le vendredi soir, lui, il est claqué de sa semaine. Arrive, c'est comme, let's go, révolution. Puis il est genre, Oui, c'est ça. C'est le, ça fait le moment. TikTok, ça, je le fais. Ça, c'est bon. C'est déjà un bon premier pas. On y arrive. Définitivement. Ouais. C'est confrontant. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Puis là, ton intérêt de retourner peut-être en sexo provient de quelles sont tes ambitions? On parle de tes ambitions. Non, mais c'est quoi un peu, tu sais, qu'est-ce qui te tente de retourner là-bas, plutôt en sexo? C'est-tu entre autres à cause de ton podcast que tu as appris plein de choses, puis t'es comme, moi, je veux creuser encore plus là-dedans? Ou... Ben, c'est mon chum là, qui m'a mis ça dans la tête. Oh. Parce que des fois, je chiale sur l'état des médias. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a pas beaucoup de plateformes. C'est pas toujours évident d'en vivre. Les cachets ont pas beaucoup... En fait, les cachets ont pas augmenté depuis quand même un bon bout. Puis in this economy, on va se le dire, c'est pas facile. Là, tu te dis, je vais aller en sexo à la place. I know, right? J'ai peut-être une mauvaise nouvelle. Je sais, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec une fille que je connais. Oui, c'est ça. Exact. Je t'engage à ma clinique, c'est correct.
Comment? Il dit, je vais t'engager à ma critique. Correct. Yes! Ben là, c'est ça, mon ambition. Mais c'est pas juste par rapport à la précarité ou à l'argent, mais je me suis comme dit, mais peut-être que ça serait bien, tu sais, que je commence à penser à une prochaine étape, peut-être. Puis là, mon chum, il m'a dit, mais pourquoi tu retournerais pas finir ton bac en sexo? Il me semble que je te verrais être en relation d'aide. Je pense que j'aimerais ça. Je pense qu'il y a comme quelque chose par rapport à ça, mais ça fait 3 semaines, là, c'est hyper récent. On aime. Oui, fait que là, je suis retournée sur le site de l'UQAM, puis là, j'étais comme, peut-être, puis... Mais je pense que oui, je pense que je pourrais peut-être aimer ça, mais je sais pas si je suis game de retourner à l'école, en fait. Ouais, c'est Je pense qu'il y a ça. Parce que j'ai un couple d'amis en ce moment qui ont à peu près mon âge, 27, joke, 36. qui sont dans leur trentaine, là, 34, 35, puis les deux sont aux études, puis je les trouve vraiment courageux, là. Ouais. Est-ce qu'ils trouvent ça tough? Ils trouvent ça super tough, mais en même temps, ils sont super contents, là. Mon ami, le gars du couple, lui, il est retourné à l'école. En fait, il est juste allé à l'école un peu plus tard que l'étape normale de l'université, là. Ouais, c'est ça. Un peu atypique, mettons. Fait que lui, il est en éducation préscolaire et primaire. Puis sa blonde, elle est en acupuncture. Elle, c'est une réorientation. Ouais. Puis oui, il trouve ça tough. Il trouve ça tough, en fait, sur le côté social. Hein. Mm-hmm. Ouais. Il ne doit pas connecter autant nécessairement avec les autres étudiants dans sa classe. Ah non, pas dans ce sens-là. Ah non, plus dans le sens de voir leurs amis. Je comprends. Ils sont souvent à dire non, je peux pas en fin de semaine, j'ai un examen lundi, des trucs comme ça. Fait que, mais apparemment, puis ça, j'ai d'ailleurs appris ça en sexo, mais quand tu fais quelque chose dans ta vie qui est pas en même temps que les gens de ton âge, c'est plus tough apparemment. Genre, si tu as des enfants vraiment jeunes, quand personne de tes amis a des enfants, c'est des défis supplémentaires. Même chose, si tous tes amis ont des enfants ados puis que toi, tu as un jeune bébé, ben là, c'est tough. Aller à l'école quand tous tes amis travaillent, t'es comme un peu décalé par rapport au beat des gens autour de toi. Ben oui. Je comprends. Puis là, ça fait 3 semaines que t'en parles. Mais tu vois, si tu devrais-tu replonger là-dedans à temps plein ou comme du par-là ou... On sait pas. Je sais pas vraiment. Je sais pas. Il faudrait que je finisse mon bac, puis là, je pourrais être sexologue. Je serais pas sexologue psychothérapeute. Là, je serais genre thérapeute. Ouais, il faudrait faire une maîtrise. Sinon, t'es vraiment en relation d'aide. Je sais pas. Ça me trotte. Non. Parce que ça te trotte. On adore toutes les ambitions. Comme qu'elles viennent. Exactement. Là, je sors du coq à l'âne, puis là, j'espérais que tu fasses un segway. Un segway? Ouais. Fait que le féminisme, dans le fond. Je t'arrête à l'instant. Tu as écrit un article sur le microféminisme que je dois t'avouer en toute honnêteté, j'étais plus prise dans ton premier article « Tu viens d'où ?» que lui, j'ai plus lu un peu plus en diagonale. Là. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a abordé, le microféminisme, sur le balado. Non. Non. Puis je sais pas à 100% c'est quoi. OK, ben là, j'adore. Je suis tombée là sur TikTok, guys. Oh! Oui, c'est... C'était-tu un article récent? Je me souviens plus de la date. Je pense que c'était le printemps passé. OK, quasiment un an. Puis cet été, j'ai fait une chronique à la radio 15-18, animée par Monique Néron, sur le sujet aussi. Okay. Fait que le microféminisme... Oh mon Dieu, j'ai hâte. Tu vas aimer ça. C'est des petites actions quotidiennes qui visent à combattre le patriarcat. Mais rien de super intense. Puis les exemples qui sont donnés, c'est genre, mettons, tu rentres dans le métro, puis il y a un gars avec les jambes bien écartées, là. Med spreading. Ben, tu prends ta place. Tu t'assois. Il va se fermer les jambes à un moment donné, il va comprendre le message. Tu sais, c'est des petites actions comme ça. Puis c'est une... j'ai plus son nom, mais... C'est genre une productrice de télé américaine qui a dit ce mot-là. Elle a fait un TikTok, justement. Puis elle disait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle envoie un email à un homme important, elle met l'homme important en CC, puis elle envoie le courriel à sa secrétaire, puis elle s'adresse à la secrétaire. Genre, « Hello, Mrs. Machin ». Puis elle dit... Personne ne remarque vraiment ça, mais pour elle, c'est full important. C'est des petites actions, c'est pour ça micro, c'est des petites actions que tu peux juste faire comme ça, tu sais, comme si tu as de la poudre là, que tu poudres dans ton quotidien pour combattre le patriarcat. Genre, mettons, comme, en plus, il y avait eu des études là-dessus, j'ai adoré. Mais comme quoi que genre, l'homme va avoir moins réflexe de se tasser sur un trottoir, genre si tu le croises. Fait que tu fais juste continuer à marcher, puis au pire, tu lui fonces dedans. Exact. Mais tu vois, ça me fait penser, j'osais pas le dire, mais là, vu que tu le dis, là,
dans un vol d'avion, moi puis mon chum, pas super long, on n'était pas à sa même place, là, je pense que c'était justement en Colombie, genre 1 heure de vol. Puis j'étais assise côté allée, puis il y a un homme à côté de moi, genre manspreading at its best, là. Il mesure pas 6 pieds 4, tu comprends, c'est pas un conflit de grandeur, là. Il est pas si grand que ça, tu sais. Puis comme je texte juste mon chum, genre, est-ce que je suis pas bien? Il est genre, non, mais genre, prends ta place. Puis je suis comme, ça me tente pas d'y toucher et tout. Je fais semblant comme je vais aux toilettes, puis on change de place. No more manspreading. C'est fou, hein? Puis j'étais comme, ouais. Puis il dit, mais je sais pas, je me suis juste assis, puis il le faisait plus. Puis on était juste dans une distance normale de nos genoux. J'étais comme, ouais, genre, ouais. Yes. Ça me tente pas de te toucher le genou. Genre, il était dégueu, là. Il puait comme. En plus, il puait. Non, il puait, là. Il sentait la smoke. Puis j'étais genre, ça me tente pas de te frôler le genou, tu sais. Ben, c'est que, en faisant du micro-féminisme, en tout cas, micro-féminisme, ça vient, c'est quand même ça demande de nous confronter nous-mêmes. Là. C'est rarement des situations qui sont très naturelles pour nous. C'est inconfortable. C'est de le faire consciemment. C'est ça. Ça vient à l'inconfort, mais c'est de le faire consciemment puis de faire comme, ben, je vais y foncer dedans. Puis comme, ou tu sais, genre, moi, c'est dans des meetings. Quand je suis dans des meetings où est-ce qu'il y a des hommes, à un moment donné, j'ai réalisé que les hommes souriaient jamais dans les meetings, genre, alors que moi, je suis comme dans même, avec un petit sourire. Genre, il faut que j'aie de l'air agréable et comme conviviale dans tout le long. Chaleureuse. Oui, chaleureuse. Puis genre, dès qu'il y a des hommes dans le meeting, je suis de même. Genre, puis de sourire. Puis je suis comme, gars, je vais relaxer mes muscles de joue comme tout le monde ici. Puis j'ai pas de l'air bête, là. Ouais. C'est juste l'air neutre. Bon, là, on avait zéro préparé ça, mais j'aimerais qu'on ait d'autres exemples. Quels exemples pourrions nous mettre en place pour prôner le microféminisme? Ben là, il y avait un truc que j'avais vu sur les réseaux, justement, puis j'avais parlé à des femmes autour de moi, là, genre, c'est quoi tes actions? Il y en avait une qui avait dit qu'elle a remarqué que dans les soupers de famille, c'est tout le temps les filles qui se lèvent en premier pour débarrasser, puis les hommes, ils restent à table pour chiller. Ben là, elle a pris toutes ses cousines à part, puis elle est comme, la gang, on se lève pas. On se lève pas, ouais. On se lève pas. Puis, sais-tu, ça a été quoi le dénouement ou non? Ben là, ils ont fini par en parler en famille, genre, hey, ça serait cool que tout le monde participe, puis là, il y a comme une petite... Ouais. Fait que ça a des impacts quand même. Sinon, moi, l'exemple que j'avais donné, c'est... moi, je texte en écriture inclusive. J'adore. Vraiment, tu sais, salut les amis. S'il y a des filles, je vais écrire i.e.s. Des petits trucs comme ça. Je vais vraiment essayer de féminiser les courriels, ce genre de trucs-là. Ça, je trouve ça super important. Ça, je pense beaucoup plus dernièrement. Oui. Vraiment. J'écris plus au féminin. Pour le balado, on pourrait parler inclusif, mais je parle féminin. C'est les auditrices. Il y a des gars, là, clairement, là, qui nous écoutent et genre, qui nous apprécient, mais comme, après ça, si la majorité l'emporte, je suis comme... c'est ça que c'est, là, genre... Ben ouais! Que j'avais commencé à faire, puis j'avais réalisé, mais je savais pas que c'était je pense, du microféminisme. Tu sais, j'utilise souvent le mot tous ou toutes. Oui. Puis souvent, je vais écrire le mot tous. OK? Mais des fois, on dirait que je le choisis, des fois, je le choisis pas. Fait que, tu sais, souvent, ils vont dire bonjour à tous et à toutes. Et moi, je dis bonjour à toutes et à tous. Ben oui. Toujours. Microféministe. Toujours. Ouais, absolument. À chaque fois, j'ai un petit sourire quand je le fais. Ben oui. Bonjour à tous et à toutes. Oh non, attends, I'm gonna swap it. Oui, mon je fais ça. Tu le switch. Il y avait aussi, ben là, ça, je sais pas si c'est micro ou carrément féministe, mais un moment donné, j'étais tombée sur une stat sur la façon dont, dans les médias, c'est plus des hommes qui prennent la parole à titre d'experts. Il y a plus d'hommes, en fait. Puis moi, dans mon travail, j'essaie vraiment de prendre une femme pour faire des entrevues. Tu sais, des fois, évidemment, l'expert qu'il me faut, c'est un homme, mais je vais tout le temps essayer de chercher une femme d'abord. Puis ça, c'est super intéressant aussi parce qu'une des raisons qui fait que... En fait, moi, ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que ça arrive beaucoup plus souvent si, mettons, j'écris un article sur whatever quoi, je regarde, tu sais, sur les sites Internet des universités, je trouve des experts. Et là, j'écris à la femme, je fais bonjour, j'écris un article sur tel sujet, je suis à la recherche d'une expertise, Ça arrive beaucoup plus souvent que les femmes disent, c'est pas exactement mon expertise, je suis pas la bonne personne. Ça arrive vraiment moins souvent que les gars font ça. Ouais. En fait, c'est plus l'inverse. Genre, la personne te dit oui, tu parles au téléphone, tu fais... Finalement. Ça marche, mais c'est un peu à côté. Exact, un petit peu. Fait que moi, maintenant, je fais vraiment l'effort de dire, c'est pas que je veux insister ou quoi, mais je serais quand même heureuse qu'on se parle, puis en se parlant au téléphone, on pourra évaluer, puis tu sais, j'essaie comme de juste... Puis là, si la femme accepte, souvent, je me rends compte qu'elle est parfaitement qualifiée. Ben oui, absolument. On se downgrade souvent.
Mais ben vraiment. Oui. Ben oui, vraiment. Drastiquement. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on le sait que quand on travaille dans les médias, des fois, tu vas retourner vers le même expert avec qui tu as déjà un contact. Ouais. Ou tu vas demander à ton collègue ou tu vas regarder sur Internet, puis là, tu vas trouver, OK, tel, je sais pas, moi, biologiste s'est exprimé dans la presse récemment. Ça veut dire qu'il est confortable de s'exprimer avec les médias. Je vais prendre lui. Mm-hmm. Fait qu'il y a évidemment aussi cette espèce de roue-là, tu sais, de cercle vicieux, on retourne vers les mêmes personnes. Fait que moi, j'essaie vraiment de parler à des femmes dans les articles. C'est vraiment... Wow. Bravo à toi. Oui, je suis full fière de ça. Je suis juste en train de trotter dans ma tête de pardon, tout ce que je préfère d'autre. Mais je pense que inconsciemment, genre, je pense que là, maintenant qu'on a eu cet épisode-là, tu vas plus le remarquer, ce que tu fais dans ton quotidien, puis tu vas être genre, hihi, check, micro-féministe. Ben oui, vouloir conseiller des contenus à ton chum, c'est super féministe. Pour lui, il est bombardé à longueur de journée. Il travaille. Je suis comme, as-tu écouté mon reel? Et genre, non, je travaille. Je m'en crisse, va voir qu'est-ce qui se passe aux States, là. Va voir qu'est-ce qui se passe partout, là. Ouais. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on pose la question? On n'a pas le choix. C'est quoi la question? C'est la dernière question. Tu l'as pas reçu, ouais? Je pense que je l'avais mis. Ouais, on y a envoyé 2 fois l'épisode, on s'est pas parlé. J'ai envoyé. T'as ça envoyé à tout le monde? Non, juste elle. OK. Mais j'ai ri parce que tu répondais à son courriel de façon nonchalante. J'étais comme, on se parle vaut mieux 2 fois que 0 à soir. Peut-être que le document a été updaté, fait qu'en tout cas. Non, on aurait pu penser que c'est moi qui étais hier soir là-dessus. C'est une question un petit peu plus réflexive. OK. Difficile, je m'excuse. Ah ouais? OK, go. On est ensemble là-dedans. Merde. On est ensemble. Si tu pouvais changer une seule habitude ou une seule chose dans la société pour un féminisme plus inclusif, ça serait quoi? C'est vraiment une grosse question, je m'excuse. Oui. Ouais. Ah, il y a tellement d'affaires. Ben, OK, je vais te dire la première affaire qui me passe par la tête, puis tantôt, je vais avoir d'autres idées. Je pense que je m'attaquerai à la précarité menstruelle. Wow. On est déjà là-dedans. Oui. Là. Je pense qu'il y a des super belles avancées. Je trouve ça super cool qu'il y ait des subventions dans les municipalités pour que les personnes qui ont des menstruations puissent avoir accès à des produits réutilisables. En plus, c'est écologique, des trucs comme ça. Ouais. Je pense que la précarité menstruelle, ça serait un beau cheval de bataille. À la clinique Le Coin Réadapte, on a des produits menstruels gratuits pour tous et toutes. Mais ça, pour toutes et tous. Pour tous. C'est génial, ça. C'est tellement hot, là. Moi, quand mon meilleur ami qui vit en France, il a ouvert un bar à jeux récemment qui s'appelle Tire-toi une bûche. Si jamais vous allez à Lyon, vous pouvez aller. Love it. J'adore. Et la première fois, je suis allée à l'ouverture j'ai comme organisé des vacances au moment où il ouvrait son bar et je suis descendue dans les salles de bain et il y avait des tampons et des serviettes. Incroyable. Et c'est 3 gars qui ont fait ça. Je suis allée le voir, j'étais comme, je suis tellement fière que vous ayez pensé à ça. Oui. Je trouvais ça incroyable. Puis j'y ai dit, honnêtement, là, moi, je suis vraiment pas la plus grande fan de jeux de société du monde, mais je rentre dans un bar à jeux de société et il y a ça, honnêtement, ça pourrait me motiver à revenir. Ben oui. Parce que je serais comme, OK, ces gens-là sont nice. Oui. Ces gens sont inclusifs, sont nice. Oui. Ils pensent ailleurs que juste dans leur lunette à eux. C'est ça. Puis ces 3 gars-là n'ont pas de menstruation, tu sais. Puis ils l'ont fait. J'étais aux anges. J'étais full fière de mon ami. J'adore. Il faut qu'il y ait des tampons partout. Ah, vraiment. Moi, on dirait que je vois juste des affaires négatives à rapport à ça. Ben, comme dans le sens... Moi, je vois du backlash de ça. Ah ouais? Comme? Ben, mettons, faut pas trop noter, sinon je vais me mettre dans marde, là, mais comme une entreprise que je fréquente souvent, mettons, qu'il n'y avait pas de produits menstruels puis tout. Puis j'ai vraiment poussé pour ça, genre, en tout cas, j'étais comme ça, pas de bon sens, il faut que je paye 2 $ pour un tampon, blablabla. Mm-hmm. Puis ils ont fait, c'est une place qui est vraiment majoritairement masculin comme environnement. Puis ils ont fait le test avec des produits menstruels, puis il y a eu du vandalisme. Ah non! Fait que, genre, il était comme, non, on sait pas trop si on veut continuer l'initiative et tout. Tu pourrais avoir du vandalisme avec ton papier de toilette, là, puis tout le monde en a besoin, là. Ouais. Je me suis pognée avec un homme récemment par rapport aux produits menstruels gratuits au gouvernement. Puis comme quoi que ça avait pas de crise de bon sens. Puis je suis comme... Ça gosse. Ouais, ça, mais il y a des plus gros problèmes dans le monde qu'on devrait savoir que ça. 100%. Absolument. Ouais. Mais très, très non, ben j'enlèverais Trump aussi. Souhait. Ça serait micro-féministe. Oui, c'est ça, vraiment. Micro-féministe. Toute solution, vraiment. Toute Trump. Puis... Hey, on fait ça. On fait ça. Ben sérieux. On fait ça. Je sais pas pourquoi on fait pas ça, là. Mais ça me semble c'est simple.
Dernière question pour toi. Si tu avais une femme inspirante à nous recommander pour venir sur le balado, je sais que tu as déjà fait des suggestions, mais ouais. Laurie Dupont. Ouais, je nominerais Laurie Dupont. Ouais, OK, parfait. Laurie Dupont, chef de contenu, culture et société au Québec. On aimerait une mise en relation. Ce serait dès que les micros se ferment, je vous donne son contact. J'adore. Merci. Où est-ce qu'on peut te suivre aussi? Sur Instagram. Quel est ton, je sais pas comment appeler ça? Ton handle. C'est quoi donc? Je pense que c'est laima.ab. Oui, c'est exactement ça. Il est déjà écrit dans mon document pour le... Laima.ab. Sinon, TikTok, mais je regarde plus ce que je fais, donc... À quoi tu jouis? Et suivez le Club Sexu, assurément. Le podcast n'a pas sa propre page Instagram, donc à travers la page du Club Sexu, vous pouvez suivre et vous pouvez lire mes articles dans le Elle Québec aussi. Définitivement. Hey, merci tellement d'être venue. C'est sûr qu'on te réinvite. Déjà fini, on dirait que je vais rester là toute la journée. Puis si jamais vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez l'aimer, le partager, commenter, puis nous donner 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, nous suivre sur nos plateformes à Elle, le balado. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye tout le monde.